Bonjour, je vais vous présenter Geno Roshi. Geno Roshi, il y a plus de 35 ans que tu enseignes les zen. Et maintenant tu roshi depuis 18 ans. Depuis 18 ans, oui. Au cours de ces 35 ans, la société a beaucoup changé, surtout par rapport aux femmes. Et je crois que le monde du zen aussi a changé beaucoup par rapport aux femmes. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai, quand je compare, quand j'ai commencé, c'était une atmosphère très masculine. Dans le centre où j'ai commencé, le centre de Los Angeles, c'était une atmosphère très masculine. Et même, je trouve, qu'on demandait aux femmes d'avoir l'air masculine. Voilà. C'était difficile pour moi, mais bon, c'était tellement... Il y avait un côté tellement rigide, on était obligé de passer par là. C'était comme dans un moule, et le moule, il était profondément masculin. J'ai eu beaucoup de chance parce que dans notre tradition, il y a eu Masamune Roshi, qui était japonaise, le fondateur de San Francisco, le fondateur de Los Angeles Center. Était japonais de formation, de tradition, de culture, etc. Mais il a eu une capacité pour s'adapter à l'Occident qui était extraordinaire. Et il a nommé plusieurs femmes successeurs, ce qui était extraordinaire pour un japonais à l'époque. Je parle des années 80. Donc déjà, ça commençait là. Et mon maître, qui est le successeur de Masamune Roshi, a vraiment voulu aussi donner une place très importante aux femmes. Donc, les femmes dans cette sangha ont été très soutenues par ces deux maîtres. Je dois dire que j'ai énormément apprécié. Je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont eu des places d'enseignantes et de leaders de centres dans cette tradition, probablement bien plus tôt que dans beaucoup d'autres traditions, à cause de l'ouverture de ces deux maîtres. Voilà. Mais j'avais quand même l'impression, moi, qu'il fallait faire son chemin en tant que femme et que c'était pas facile. Et je me souviens qu'à une séchine, tous les hommes qui étaient moniteurs, on avait des moniteurs à l'époque, maintenant j'ai changé les choses, mais c'était tous des hommes. Et je suis allée voir Genpo Roshi et j'ai dit, moi j'aimerais être monitrice. Il n'y a même pas de mot féminin pour ça. J'aimerais être ça. Et j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que moi aussi je trouve une place là-dedans et que je n'avais pas à me fondre dans l'univers masculin. Moi aussi, en tant que femme, j'avais ma place. Voilà. Alors ça a énormément changé. Maintenant, ce combat, si on peut dire, ou cette lutte, elle ne me paraît pas très utile, franchement. Parce que, d'ailleurs, il y a une anecdote qui est tellement amusante. Dans une de mes séchines que je dirigeais, il y a quelqu'un à un certain moment qui a dit oui, mais quand même, les femmes, une femme qui a dit oui, mais les femmes, elles n'ont pas tellement leur place. Et une de mes élèves qui était là a dit mais moi, j'ai jamais connu un maître masculin. Moi, j'ai toujours connu un maître femme. Où est le problème? Et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, il fallait plus se plaindre de ça maintenant dans le zen. Les femmes, elles ont accès à toutes les positions dans le zen. Et, du moins en Occident, je ne parle pas du Japon. Et donc, c'est pas la peine de se plaindre maintenant. Non. On a fait notre chemin. Oui. Voilà. On a ouvert le chemin. On a ouvert le chemin, il est tracé. Les femmes maintenant ont accès à toutes les positions. Elles dirigent des centres. Les hommes acceptent totalement que leur maître soit une femme. D'ailleurs, il y a une anecdote qui est intéressante. Il y a un japonais, un moine japonais qui était venu dans le centre en France, et dans mon centre, et il y avait un élève masculin qui lui demande « Mais si j'étais au Japon et mon maître est une femme, qu'est-ce qui se passerait ?»
alors le moine japonais dit, bah, vous pouvez très bien étudier avec une femme, mais si vous voulez recevoir les préceptes, si vous voulez recevoir l'ordination de moine, si vous voulez recevoir la transmission, là vous allez voir un homme. Voilà. Donc vous pouvez étudier avec une femme, mais quand il s'agit de recevoir préceptes, ordination et tout ça, là il n'y a qu'un homme qui peut le faire. Ok, c'était difficile à entendre. Voilà. Mais maintenant, Ça a changé. ça a complètement changé. Et il faut le reconnaître. Oui, je suis d'accord. Le bouddhisme s'est adapté toujours aux différents endroits où il s'est enraciné. Au Japon, en Chine, en Corée, partout. Oui, au Tibet. Est-ce que tu crois qu'il est en train d'apparaître une nouvelle forme de bouddhisme maintenant qu'il se répand en Occident? Oui. Oui, je crois. Je crois que l'Occident a quelque chose à apporter au bouddhisme. Enfin, soyons clairs, le bouddhisme en soi, c'est parfait. Je veux dire, l'essence même, elle est absolument... elle ne peut pas être modifiée, elle peut pas, il n'y a rien qui lui manque, donc rien qui peut être ajouté, etc. Mais, comme tu dis, elle prend une coloration différente, et du moins dans la pratique, elle prend une coloration différente. Et je pense que l'Occident a quelque chose quand même à apporter, qui est tout notre, je dirais, notre courant et notre vécu psychologique. Voilà. Nous sommes des êtres psychologiques, très différents des orientaux, et ça, on ne va pas le changer. Voilà. Et je pense vraiment qu'on est obligé de passer par là et d'inclure cette dimension de psychologique dans notre pratique, si on veut vraiment que le bouddhisme soit intégré dans nos vies et que cette pratique devienne absolument une avec notre vie, si on peut dire. Et je pense que ça, c'est un grand enjeu. Mais encore une fois, je veux dire, l'esprit même du bouddhisme, on ne peut pas le changer parce qu'il n'a pas besoin d'être changé. Il est parfait, il est complet. Mais la manière dont on pratique, ce qu'on doit adresser dans la pratique, je dirais, là, il y a une dimension psychologique qu'on doit adresser et c'est absolument indispensable parce qu'on est des êtres psychologiques. Ça serait un peu ces deux ailes d'un oiseau, non? Oui. Insight et Samadhi. Ça serait ça? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire les deux ailes d'un oiseau, c'est la sagesse, la réalisation et la compassion. Donc c'est ça les deux ailes de l'oiseau dans le bouddhisme, disons. Alors comment la compassion s'exprime? Bien sûr, elle s'exprime complètement différemment dans notre monde occidental que dans le monde. Enfin, c'est compliqué à dire. C'est pas vraiment qu'elle s'exprime différemment. Mais, par exemple, la manière dont on va couper les projections des gens, qu'on va couper les ratiocinations mentales, etc., c'est très différent de l'Orient. En Orient, toutes les histoires zen, des coups de bâton, des cris, etc. On ne va pas faire ça. Non. Mais il y a des choses qu'on peut faire et qui sont l'équivalent de ça. Et c'est là où il faut trouver les moyens habiles pour... je ne vais pas donner des coups de bâton à mes élèves. Ça va marcher. Je ne vais pas leur crier dessus. Mais il y a d'autres moyens qui sont aussi coupants. Et voilà. Donc tout ça, on s'adapte. Oui. Voilà. Il y a quelque chose aussi qui change en ce moment dans le monde occidental. Dans le bouddhisme du monde occidental, c'est la présence de laïcs. Ça, c'est très important.
Parce que en Orient, le bouddhisme est quand même énormément monastique. En Occident, il devient de plus en plus laïque. Et donc là, c'est une grande transformation. Je dirais que les deux grandes transformations qui sont en train de se passer en Occident dans le bouddhisme, c'est la présence des femmes et la présence des laïcs. Et que ça devient une pratique laïque de plus en plus. De plus en plus. Voilà. Merci beaucoup. Très intéressant.